Con questo incontro e questo omaggio a Georges Méliès si conclude il programma cinematografico che abbiamo pensato assieme a Carlo Montanaro e che quest'anno probabilmente ci ha dato più soddisfazione di pubblico, di cose che ci è piaciuto organizzare, pensare. Vi do il benvenuto a nome del Presidente dell'Istituto Veneto e del Cancelliere Giovanna Palandri, neocancelliere, e appunto, ripeto, sono molto felice del risultato complessivo di questa iniziativa che io voglio sempre che trovi ospitalità una o due volte nel corso del Carnevale qui all'Istituto Veneto, perché è un luogo che si presta, il pubblico risponde e come meglio non potevamo concludere con questo omaggio a Méliès fatto direttamente grazie all'impegno della famiglia, Madeleine Maltet prima e Marie-Hélène Méliès adesso, e l'intera famiglia ha continuato a cercare di far vivere questa grande eredità di questo pioniere maestro degli inizi della storia del cinema, che proprio nel caso del tema del Carnevale di quest'anno è forse la figura più rappresentativa non solo di creatore di magia della natura, ma di mondi. È uno dei grandi registi creatore di mondi. E ringrazio appunto Carlo Montanaro per aver curato questa parte e essere riuscito a far venire gli eredi, i continuatori del verbo di Méliès che ci fanno sentire come questi 100 anni di distanza non siano poi così distanti, ci portano proprio alla Méliès vicino in qualche modo. Spero che voi proviate questa sensazione. Dirà poi, preciserà Carlo, che ha scritto anche il testo di questa serata, qual è l'intenzione. Lo ringrazio e invito Marie-Hélène a presentare. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je suis vraiment désolée, je ne parle pas italien. Anglais, espagnol, italien, niente. Non, ça ne marche pas. Alors, je vais demander à Monsieur Carlo Montanaro de remercier pour moi toutes les personnes. Et en premier, je veux vous remercier, vous tous, parce que vous êtes très nombreux. Je savais que vous seriez nombreux. Je sais qu'il y a une grande culture en Italie et que ces films-là plaisent beaucoup. Et ça me réjouit vraiment le cœur. Merci à tous. Allora, Marie-Hélène Larissei Méliès ringrazia tutti di essere qui. Non parla italiano, avete capito che non parla italiano. Io cercherò molto brevemente di riassumere le cose che dice, anche se durante la proiezione dei film lei racconterà delle cose addirittura scoperte, come vi diremo, proprio di recente come sceneggiature già all'epoca scritte proprio da Méliès. Lei ringrazia tutti, ai ringraziamenti di Giampiero Brunetta, che è uno dei soci dell'Istituto Veneto Scienze e Lettere e Arti, che ci sta ospitando. Io credo che sia da ringraziare anche Roberta Rieder, direttore artistico di Musica Venezia, che ha contribuito, essendoci una parte musicale importante, alla realizzazione della serata. Credo sia da ringraziare, Marie-Hélène voleva ringraziare la città di Venezia, in realtà, dove già abbiamo fatto uno spettacolo al Malibran una decina d'anni fa, e più o meno è finita così, con la gente quasi in piedi anche quella volta. Quindi insomma, diciamo che si replica, per fortuna, per la fortuna di Méliès, il senso che lui ha quando si possono vedere le cose originali. Ringrazio
Davide Rampello che è qui presente, che è il direttore del Carnevale, e Piero Rodasalva che è la parte amministrativa da parte del Comune di Vela, che ha aiutato la realizzazione e impostato la realizzazione di questo Carnevale. Quindi siamo dentro al Carnevale e io chiedo a Marie-Hélène adesso di introdurre un pochettino quello che è un po' il mondo di Méliès. Voilà. Non, je ne vais pas faire un long discours, mais je souhaite vous donner quelques précisions sur cette soirée. Je souhaite en tout premier vous dire qu'avec nos ciné-concerts, nous voyageons beaucoup dans le monde entier. Et pour davantage de facilité, nous tournons avec 11 programmes différents. Or, nous avons ici à Venise un ami de très longue date, un ami fidèle de notre famille, de plus un véritable Vénitien, un amoureux du cinéma, bref, quelqu'un qui a toutes les qualités. Je parle ici, bien sûr, et vous l'avez compris, de Carlo Montanaro. Pour confirmer l'idée du Carnaval 2014, c'est-à-dire la nature fantastique, il m'a fait part de son souhait de voir un programme de films essentiellement fantastique en couleur. Ainsi, pour vous, bien sûr, et pour faire plaisir à notre ami, nous avons élaboré avec mon fils Laurence un programme spécial Venise comportant 8 films en couleur, soit la moitié des titres du ciné-concert de ce soir. Vous le savez bien sûr, Georges Méliès fut un des premiers metteurs en scène du cinéma naissant. Et donc, nous allons voir beaucoup de choses ce soir. Normalmente loro sono ambasciatori del cinema in particolare delle origini e del cinema di Georges Méliès, girano il mondo e hanno in repertorio 11 programmi che possono essere appunto replicati per Venezia, per il Carnevale e per l'amicizia che, posso dire orgogliosamente, mi portano. Io ho chiesto proprio per Venezia, per questa proiezione, in particolare delle cose straordinarie, e per la prima volta nella storia di questo loro andare in giro, metà del programma sarà tutto colorato a mano, ed è un qualcosa di assolutamente straordinario che sarà accompagnato appunto da un ciné-concert. Poi introdurremo anche Laurent, che è il figlio di Marie-Hélène ed è il pianista, ma sarà un personaggio che chiamiamo prima di cominciare la proiezione. Je t'en prie. Alors bien sûr, vous savez que Georges Méliès fut non seulement producteur de films, mais il fut aussi auteur, acteur, décorateur. Méliès est aussi évidemment l'inventeur de la base de tous les trucages. Et puis, il proposait aussi dans son catalogue des films évidemment en couleur. Ces films étaient tournés bien sûr en noir et blanc, car la pellicule couleur n'existait pas encore. Puis ces films étaient ensuite peints à la main, image par image, à la demande des acheteurs évidemment. Ces films couleur comportent jusqu'à 7 coloris par image. On peignait bien sûr sur le côté mat de la pellicule. Pour colorier un film de 10 minutes, on sait qu'il fallait environ 4 mois de peinture à la main. Il fallait donc un délai pour livrer les copies couleurs, le temps bien sûr de les peindre. Chaque copie peinte était bien sûr unique puisqu'on ne savait pas encore reproduire en couleur. Dal punto di vista tecnico Méliès era tutto. Noi a Venezia diciamo faso tutto mi. Sceneggiatore, produttore, regista, pitturava le scenografie, interpretava e soprattutto ha inventato i trucchi. Il cinema di oggi è, facciamo un esempio a caso per quelli che hanno potuto vedere Hugo Cabret, il film di Scorsese, lì si è capito un pochino esattamente come faceva, anche se il film era poi un'altra storia, la storia dei bambini. Diciamo che lui ha creato i principi degli effetti speciali che ancora oggi esistono. Sostanzialmente lui filmava in bianco e nero perché non c'erano ancora i sistemi del colore, il colore veniva copia per copia depositato successivamente a mano, fotogramma per fotogramma, macchietta colorata per macchietta colorata, e per fare un film che dura, una copia di un film che dura 10 minuti si arrivava a lavorare 2 mesi di seguito. Nous avons choisi de vous proposer les meilleures copies possibles à notre disposition.
Certaines copies dans ce programme sont particulièrement belles, mais malgré cela, malgré notre travail constant pour protéger ces films depuis plus d'un siècle, ces films n'ont malheureusement pas tous la même qualité. Certains ont davantage souffert, et malgré tout ce que nous souhaitons, et souhaitons croire que les restaurations numériques peuvent être excellentes, en fait, elles ont aussi leurs limites. On ne peut pas toujours réaliser des miracles, mais néanmoins, je suis certaine que vous pardonnerez à quelques-uns de ces films les quelques outrages du temps. Allora, naturalmente vogliono farci vedere le copie migliori della collezione. Faccio un brevissimo inciso. Méliès ha avuto una grande disgrazia economica a un certo punto e disperato ha distrutto i negativi dei film. C'è stata una ricostruzione che dura tuttora, su 500 circa film che sono stati prodotti da Méliès, ne sono stati salvati ad oggi un poco più di 200 e spesso in copie incomplete, e quindi man mano che si trova un altro pezzo si continua a restaurare. Oggi come oggi, se da un lato ci sono delle copie splendide ed altre sono meno importanti, il passaggio verso il digitale ha comportato anche in questo caso comunque che se la fonte primaria, cioè la copia di base, non era buona, anche nel digitale la copia non è assolutamente come le altre, che possiamo dire sembrano quasi, ne vedrete alcune, girate ieri. Quindi c'è l'avvertenza che vedrete una qualità dispari a seconda del tipo di film ritrovato che vedremo questa sera. Nous avons choisi ce soir de vous présenter ce ciné-concert dans la pure tradition familiale, avec les textes que Méliès lui-même avait écrits et disait dans ses présentations. Nella più classica tradizione familiare ha deciso Marie-Hélène di ripresentare questa sera una séance, una proiezione così come accadeva ai tempi di Méliès, riportando le stesse frasi che lui ha scritto o che diceva nel momento in cui proponeva i film. Si les films de cette époque sont dits muets, au début du siècle dernier, ils n'étaient pas projetés en muet. Il y avait le plus souvent un pianiste pour les accompagner, ou même parfois un petit orchestre. Nous avons le plaisir ce soir d'accueillir un pianiste de talent. Il a travaillé le classique, le jazz, la chanson française et même le rock'n'roll. Bon improvisateur, il accompagne pour nous ce soir les films de son arrière-arrière-grand-père. Mesdames, Messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter mon fils, mi figlio, Laurence Le Hérisset. Allora, anche se oggi noi parliamo di cinema muto, è abbastanza evidente che all'epoca non erano muti i film, cioè non parlavano, ma c'era sempre la musica o il pianoforte o in qualche caso anche delle piccole orchestre. E quindi noi abbiamo il piacere di avere fra di noi un pianista di talento che sa lavorare sul classico, sul jazz, sulla canzone francese, sul rock and roll, un ottimo improvvisatore, eccetera, eccetera. In realtà è il figlio. Però vi posso assicurare che se andate in cerca anche semplicemente su internet dei ritratti di Méliès e quant'altro, gli assomiglia in un modo incredibile. Io la prima volta che l'ho conosciuto ho detto il fantasma di Georges. Però anche Georges era un grande pianista, quindi in realtà andiamo verso la fine, je t'en prie. La fine dell'inizio, naturalmente. Voilà. C'est encore donc une fois une histoire de famille. Et avec la complicité de Monsieur Carlo Montanaro, je serai pour vous ce soir votre bonimenteur. Allora, bonne soirée à tous. Rimane comunque una storia in famiglia e appunto con questo ciné-concert della famiglia Méliès io mi accodo semplicemente raccontandovi brevemente prima di ogni film appena il tema, mentre le parole scritte o ritrovate di Méliès sarà sempre Marie-Hélène che le recita nel momento in cui noi vedremo i film. Possiamo cominciare la proiezione, grazie. Un esempio del talento di Georges Méliès, disegnatore. Le roi du maquillage.
E Georges Méliès continua a recitare il ruolo del diavolo. Le chaudron infernal, 1903. Una fantasia orientale. Le bourreau turc, 1903.
Méliès illusionista. State attenti che guardando a sinistra dello schermo ci sarà una scatola con delle pareti di vetro dove si vedrà riflesso lo studio di ripresa di Montreuil dove è stato girato il film. La chaise à porteur enchantée, 1905. Georges Méliès, mago italiano, fa una presentazione al re a Versailles. Le merveilleux éventail vivant, 1906. À gauche, Georges Méliès, avec un faux ventre. A sinistra, Georges Méliès.
un celebre racconto orientale con la sceneggiatura originale ritrovata proprio 10 giorni fa. Le prince Sourire, très amoureux, a demandé au Raja la main de la fille de la princesse Indigo. La main de sa fille, pardon. La demande du prince a provoqué la colère du Raja, car le Raja a promis sa fille au vieil usurier Sakaram, dont la fortune est inestimable. Dans sa chambre, ici, le prince s'abandonne au désespoir. Un brûle-parfum tombé à terre fait apparaître alors le sorcier Calafar. Si tu t'engages à ne pas reculer devant aucune épreuve, je te conduirai à la conquête d'un trésor connu de moi seul, qui te permettra de fléchir le Raja et d'épouser celle que tu aimes. Le sorcier Calafar dit « Je te prends sous ma protection, prends cette épée magique, elle te rendra invincible. » Le prince s'engage à tout faire pour conquérir la princesse Indigo et s'élance à la suite du sorcier Calafar. Les amis du prince le suivent, craignant un acte de désespoir de sa part. Le temple de Siva. Les Vestales agenouillés prient la déesse. Les prêtres emportent bientôt les restes d'une victime offerte à la déesse Siva. Le prince Sourire se jette aux pieds de la déesse et la supplie de lui fournir les moyens de conquérir la fortune. La déesse s'anime et montre un pavillon indien d'un style extraordinaire. Les bateliers du fleuve sacré et leur chef, le nain bleu, se mettent à la disposition du prince pour l'accompagner dans son voyage. Apparaît alors le nain bleu. La déesse a ordonné d'obéir aveuglément aux différents guides qu'elle enverra. Les amis du prince emboîtent le pas au batelier, espérant savoir où l'on conduit le prince qu'ils considèrent comme un fou de s'aventurer ainsi dans l'inconnu. Les rives du fleuve sacré, les palais indiens d'une architecture splendide. Le grand prêtre vient à la rencontre du prince. Il est accompagné des gardiennes de la forêt magique, dans laquelle nul mortel n'est admis à pénétrer. La gondola du nain bleu. Sous une élégante coupole au centre du bateau, le prince, sa suite et le nain bleu. Le scénario original de Georges Méliès dit « Ce tableau est d'un effet ravissant ».
Le cortège du grand prêtre et des gardiennes de la forêt magique. Le nain débarque et confie le prince et sa suite à ses nouveaux guides. La forêt est impénétrable, les arbres centenaires, les lotus, les palmiers, les lianes s'entrecroisent dans un fouillis inextricable et rendent le passage impossible. Tout à coup, sur ordre du grand prêtre, un miracle inattendu se produit. Le grand prêtre, suivi du prince, s'avance dans la forêt. De vieilles statues bouddhiques en ruine s'effondrent dans le sol. Des animaux féroces et dérangés dans leurs repères s'éloignent docilement. Les derniers arbres, en s'écartant, découvrent l'entrée en ruine des cavernes merveilleuses, à l'entrée de laquelle se tient la fée de l'or, d'une resplendissante beauté plastique, dit Méliès. La fée de l'or ordonne au prince de la suivre. Le grand prêtre et sa suite, mission terminée, traversent de nouveau la forêt, dont les arbres se referment un à un sur leur passage. Dans le scénario, Méliès dit « Ce décor qui comporte un travail considérable est une véritable merveille d'exécution. Il est sans contredit d'une grande beauté artistique. » Descente dans la grotte de cristal. Des gardes surveillent le chemin inconnu des mortels. La fée de l'or descend lentement, suivie du prince et de sa suite. La grotte de cristal. La fée de l'or a momentanément abandonné les différentes personnes à eux-mêmes avec le prince et sa suite. Tout à coup, ils entendent un bruit mystérieux. Pris de panique, ils se cachent derrière les ruines des colonnes brisées. Les génies du feu, gardiens des trésors, se préparent à résister et s'opposer par la force à l'intrusion des profanes. Tout à coup, la grotte est envahie par des êtres mystérieux, des apparitions fantastiques remplissent la caverne de vapeurs sulfureuses. Puis, c'est le silence. Le prince et sa suite, rassurés,
n'entendant plus rien, sortent de leur cachette. Ils sont alors épouvantés par la danse éperdue dans l'espace des feux follets et de flammes étincelantes. Ils cherchent une issue pour sortir de ce passage dangereux. Et Spectre, combat fantastique. Et cave miraculeuse. Voici les ruines d'un immense temple souterrain. Méliès écrit dans son scénario, reproduction exacte de la célèbre Elephanta Cave existant dans les Indes anglaises. Après s'être rassuré et vu qu'ils étaient seuls, le prince et sa suite examinent les lieux où le hasard vient de les conduire. La terre s'en trouve et livre le passage à un dragon. Le sorcier Calafar a réapparu et complimenté le prince pour son courage. Le temps des épreuves est terminé. La fée de l'or, sortant d'une feuille de lotus merveilleuse, s'élève dans l'espace. La fontaine de feu. Et le temple de l'or. Les danseuses représentant les nymphes de l'or viennent chercher le prince et l'introduisent dans le temple. Le prince découvre que le temple de l'or n'était que le vestibule du palais des Mille et une nuits. Un spectacle splendide s'offre à lui. Le coffre de l'or. La fée de l'or annonce au prince que grâce à son courage, il a mérité les richesses immenses enfermées dans le coffre. Le prince est dorénavant le légitime propriétaire de toute cette richesse. Grand défilé des richesses. Aux yeux émerveillés du prince sort du coffre un splendide cortège de bayadères, de vestales, de prêtresses, portant sur des civières des trésors inestimables, les coffres remplis d'or, les vases couverts de pierreries, les colliers et bijoux, les vaisselles d'or et d'argent.
Le cortège se met en route, suivi par une foule de serviteurs qui deviendront l'entourage du prince. Ce dernier s'éloigne en remerciant la fée de l'or qui disparaît insensiblement avec les nymphes et ses suivantes. Le jour du mariage de la princesse est arrivé. L'usurier Sakaram, accompagné de ses témoins, se présente au palais du Raja pour emmener la princesse, sa fiancée. Celle-ci, accompagnée de son père et de sa mère, soutenue par ses suivantes, apparaît tout en larmes. Au moment où le Raja va remettre sa fille au vieillard, un bruit de trompette éclate à la surprise générale. Un important cortège s'avance. C'est le prince accompagné des serviteurs, portant ses richesses. Le Raja, ébloui par une telle fortune, n'hésite pas une minute à retirer sa parole, la parole qu'il avait donnée à l'usurier, et à accorder au prince la main de sa fille. Sakaram, plein de rage, proteste violemment, mais sur ordre du Raja et sur la risée de la foule, il est jeté par les gardes hors de l'enceinte du palais. Annonce le mariage du prince qui monte sur la terrasse du palais aux acclamations de la foule et reçoit avec joie les félicitations et les vœux de son peuple. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Naturalmente era il Palazzo delle Mille e una Notte del 1905. Adesso vediamo Georges Méliès, Bramino, in un film di ispirazione orientale. La chrysalide et le papillon, 1901. Molto prima di Fred Astaire in Royal Wedding, Georges Méliès salta sui muri. L'Homme Orchestre, 1902. L'homme mouche, pardon. L'homme mouche.
È una storia simile a quella del viaggio nella Luna, ma questa volta arriviamo a passare attraverso il Vesuvio. Le voyage à travers l'impossible. Nous avons le privilège d'assister à une réunion extraordinaire à l'Institut de géographie incohérente, sous la présidence du professeur Latrouille, assisté du secrétaire Moulard, de l'archiviste Lataupe et du vice-président Patoche. Les membres de l'Institut discutent d'un projet émis par le professeur Ventrouillard, mais tous refusent la proposition. On annonce l'arrivée du célèbre professeur Maboulov, Georges Méliès. Le professeur Maboulov expose alors son audacieux projet qui utilisera le chemin de fer, une automobile, un ballon dirigeable et un sous-marin perfectionné pour atteindre le Soleil. Le projet est voté dans l'enthousiasme général. Mesdames Latrouille et Maboulov, ainsi que le jeune groom de l'Institut, décident d'accompagner les savants dans cette dangereuse expédition. Dans son usine électrique, le professeur Maboulov est plongé dans des calculs algébriques. Le professeur Maboulov reçoit la visite des membres de l'Institut de géographie incohérente. Maboulov présente alors aux sociétaires le sous-marin spécial Le professeur Maboulov présente aussi aux sociétaires une glacière dont on verra plus tard l'usage. Les savants visitent la fonderie de l'usine où l'on vient couler une très grosse pièce. Madame Ventrouillard en tombe en pâmoison. De la gare de Paris, un train spécial, le Paris-Rigi-Sol, prend le départ à destination de la Suisse.
La traversée des Alpes. La douane franco-suisse. Arrivée dans le petit village suisse de Rigi. Et le voyage se poursuit. Embarquement dans une nouvelle création du professeur Maboulov, l'auto-Maboulov. Système breveté en France et à l'étranger. L'auberge du Rigi. « 500 km/h dans les montagnes. L'accident. Une culbute de 2500 mètres. À gauche de l'écran, les chasseurs alpins viennent au secours des accidentés. Cinq semaines à l'hôpital suisse. À droite de l'écran, une trépanation avec un vilebrequin. Trépanation. Et le voyage continue avec le train spécial du professeur Maboulov. Le train s'élance à toute vapeur vers le sommet de la célèbre montagne suisse, la Jungfrau.
et tous sont sains et saufs. Quelle chaleur! La température est de 3000 degrés. Mais Baboulov a pensé à tout. Il a pensé à tout. Il fait si chaud. Mais il y a la glacière. Gelé. Méliès fait alors, ou plutôt le professeur Baboulov, du feu avec de la paille et une allumette dans le soleil. Le bord du soleil. En pleine mer, les profondeurs inconnues. Un incendie se déclare à bord.
L'explosion. Dans un tranquille petit village de Bretagne, tout est paisible. On joue aux cartes, on discute. Retour vainqueur à la Société de géographie. Réception enthousiaste. Gloire aux héros vainqueurs du soleil. Il primo film di promozione di un artista è il comico André Dide, conosciuto all'epoca sotto il nome di Guibouille, ma in Italia era chiamato Cretinetti. Dislocation mystérieuse, 1901. Méliès, mago orientale. Le fakir de Singapour, 1908.
Il diavolo ci ha tratto in inganno, è adesso che Méliès passa per il Vesuvio. Voici les 400 farces du diable, 1906. L'ingénieur anglais William Crackford et son valet John rendent visite à l'enchanteur Alcofrisbas. Ils attendent dans la chambre hantée. L'enchanteur Alcofrisbas apparaît accompagné de ses 7 assistants. Les 7 assistants qui ne sont autres que les 7 péchés capitaux. Puis, Alcofrisbas présente aux visiteurs sa nouvelle invention, des pilules magiques. William Crackford veut aussitôt acheter ces pilules magiques. William Crackford est décidé, il achète les pilules magiques. Mais Alcofrisbas ne veut pas d'argent. Une petite signature en bas d'un contrat est suffisante. William Crackford ne sait pas qu'il vient de vendre son âme au diable. Dans la salle à manger de William Crackford, premiers effets des pilules magiques. Le voyage commence par l'Angleterre. La traversée des Alpes.
Côté italien. Le village de Montepepetto en Italie. William Crackford et John ont vraiment très faim. L'aubergiste leur propose un bon dîner italien. Des spaghettis. La salle à manger de l'auberge. La cuisine de l'auberge. La voiture astrale et le cheval apocalyptique. Le Vésuve. La chevauchée fantastique. Tandis que William Crackford mange un croissant de lune, John allume sa pipe avec une étoile.
Malheureusement, il nous manque la fin de cette copie. Nous n'avons pas la suite. Voilà. E verso la fine del programma, per meglio conoscere la faccia di Méliès, voici L'homme à la tête en caoutchouc, 1902. « 1901. giocando con una lotta troppo libera. Les nouvelles luttes extravagantes, 1900.
Un film ritrovato a Milano nel 1990, grazie a chi vi sta parlando che l'ha indicato al conservatore della Cineteca Italiana Walter Alberti. Le voyage de Gulliver à Lilliput et chez les Géants, 1902. Georges Méliès dans le rôle de Gulliver. Chez les Géants. E per finire Georges Méliès, prestidigitatore. Magot. Les illusions fantaisistes, 1909.
Marie-Hélène Lérissey-Méliès, je t'en prie. Au piano, Laurence Le Hérissey. Grazie mille a tutti, grazie mille d'être venus ce soir voir les films, ça me touche beaucoup et vive Venise. Yes. Grazie a tutti e grazie anche all'Università Popolare e all'Alliance Française che hanno aiutato l'organizzazione di questo evento e grazie a tutti voi di essere stati con noi. Viva il Carnevale!